Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une course des taux qui ne s'arrête pas avec un 10 ans américain qui accélère à nouveau à la hausse à plus de 4,25% désormais. C'est toute la courbe des taux qui poursuit son repricing monétaire avec un 2 ans américain, lui désormais au-delà de 4,60%. Ce phénomène évidemment entretient encore un peu plus la force structurelle du dollar face à un ensemble de grandes devises. On voit l'euro qui reste collé à 0,97 contre dollar, 0,97 $ pour 1 euro. Et puis face à des monnaies emblématiques également du monde asiatique, le yuan chinois a marqué un plus bas historique contre dollar au cours des dernières heures, au cours de cette semaine. Et puis le yen japonais, lui, est tombé désormais à plus de 150 yens contre dollar. Ça fait évidemment des dizaines d'années qu'on n'a pas vu ce niveau de parité sur le dollar yen. Et tout ça, effectivement, donne l'idée quand même d'un élastique qui continue de se tendre et de tensions grandissantes sur ces marchés de taux et sur ces marchés de devises qui sont évidemment sous le coup du choc monétaire, du durcissement monétaire généralisé des banques centrales. Les banques centrales qui repartiront d'ailleurs pour une série de réunions à partir de la semaine prochaine avec la réunion de la Banque Centrale Européenne. Jeudi prochain, le 27 octobre, le marché attend encore une hausse de 75 points de base du côté de la BCE. Du côté des marchés, c'est une séance de baisse sur les marchés actions avec un retracement d'un peu plus d'1,5% pour les indices actions en Europe à mi-séance. Le CAC 40 retombe sous les 6000 points, mais on peut noter quand même que le marché ne craque pas totalement. Le marché actions en tout cas résiste plutôt bien à la remontée continue des rendements obligataires et on peut même imaginer que le mois d'octobre soit un mois moins négatif que les précédents, en tout cas que le mois de septembre qui avait été un mois très très rouge en matière de scoring sur les marchés actions. Nous ferons le point et nous évoquerons également les publications microéconomiques avec Arnaud Morel qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Pour commencer cette émission, évoquons peut-être les sujets macroéconomiques et le sujet de la Chine. Je vous rappelle que le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert la semaine dernière et va se clôturer ce week-end avec évidemment en point d'orgue un 3e mandat pour Xi Jinping avec plusieurs discours qui se sont succédés au cours des derniers jours et surtout un fait qui n'est pas totalement anodin, la Chine qui a décidé de reporter la publication de statistiques majeures de manière indéfinie pendant cette période de congrès. C'est Irina Topasseri qui est avec nous en visioconférence pour évoquer le cas chinois aujourd'hui, économiste senior émergent chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être avec nous. Quels sont les grands messages qu'on peut retenir, vu de notre perspective occidentale, bien sûr, du discours et de la feuille de route qui a été dressée par les officiels chinois, Xi Jinping en premier? Effectivement, lors de ces congrès du Parti communiste, nous recevons deux choses. Une feuille de route que le président Xi a mis clairement dans son discours de politique qui a duré 2 heures. Et puis en fin de ce congrès qui a lieu samedi, dimanche, on aura donc la plénière qui va nous proposer les changements de tête, si vous voulez, la nouvelle élite chinoise, le Politburo, comme on appelle. Et donc, ces nominations vont être importantes aussi en fin de semaine. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, lors de ces congrès, nous avons toujours entendu des choses. Si je vous amène très loin dans l'histoire, dans les années 40, ça a été la constitution du parti qui a été mise en route lors de ces congrès. Dans les années 80, certains conseils disciplinaires. Donc, il y a toujours un guidage de la politique de long terme qui se fait lors de ces congrès. Plus près de nous, 1997, si je vous rappelle, donc ça a été les réformes des entreprises étatiques.
Donc ça a été la grande réforme des SOI, comme on dit en jargon. Et puis encore plus proche de nous, lors du dernier congrès 2017, nous avons eu ce nouveau concept en fait de qualité de croissance. Donc j'ai envie de dire la feuille de route du président Xi s'inscrit largement dans la continuité. Objectif de moyen terme très clairement défini, c'est toujours la priorité du développement économique, libéralisation, ouverture, mais attention, de qualité, donc toujours ce terme qualitatif qui arrive. Plus de marché finalement pour s'occuper de l'allocation des ressources au sein de l'économie chinoise, où les secteurs mis au centre de la politique vont être toujours l'éducation, la technologie, les ressources humaines. La sécurité aussi arrive en tête, avec sécurité déclinée sur toutes ses formes, que ce soit sécurité alimentaire, sécurité technologique, sécurité énergétique, chaîne d'approvisionnement et aussi sécurité nationale. Et somme toute, ce focus en fait qui a toujours été en fait du parti, qui est sa subsistance, si vous voulez, dans le temps, qui est liée en fait au niveau de vie de ses concitoyens, donc la prospérité commune qui va toujours être au cœur de la politique chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire, Irina, justement, du degré d'ouverture de la Chine aujourd'hui ? Alors, vis-à-vis du monde occidental, il y a peut-être deux horizons à regarder. La Chine comme puissance régionale aujourd'hui en Asie, et puis l'ouverture que la Chine peut encore avoir vis-à-vis du monde occidental. On sent bien quand même que ce degré d'ouverture s'est un peu rétréci ces derniers temps, c'est le cas de le dire, Irina. Et je trouve que le symbole est quand même très fort. Voir des statistiques aussi majeures que le PIB, par exemple, reporté de manière indéfinie, ça donne, alors vu de loin, ça donne quand même l'impression que la Chine devient presque une boîte noire économique. Alors, pour ce qui est de la globalisation, c'est sûr qu'on fait du surplace depuis déjà de bonnes années, voire même avant l'administration Trump. Donc, le commerce mondial avait déjà atteint un peu un pic et on voyait que ça n'avance plus, avec certaines sanctions mises en route, plus de tensions entre les relations sino-américaines. Effectivement, donc, il y a peu de gens encore aujourd'hui qui espèrent que la globalisation peut rentrer dans une deuxième phase d'accélération. Donc non, peut-être pas. Après la déglobalisation, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, parce que nous avons besoin aussi de produits peu chers, surtout aujourd'hui quand l'inflation est où elle est dans les pays développés. Donc peut-être on ne va pas aller si vite. Et puis de toute façon, la vérité est qu'on ne peut pas délocaliser aussi vite qu'on le voudrait peut-être dans certains pays nos chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc ça, c'est pour la globalisation. La Chine, effectivement, est non seulement un acteur global, mais aussi très importante au niveau régional. Cela dit, sachez que Beijing n'a jamais eu un objectif d'être la première puissance mondiale, ni la première puissance globale. Donc elle n'a pas vocation à ça. En tout cas, dans les dires, le gouvernement chinois se focalise sur le bien-être de son pays, parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est leur survie. Donc la pérennité, si vous voulez, du Parti communiste et du régime communiste tient à ça, à 1,4 milliard de population qui doit être contente et accepter ce régime et le cautionner dans le futur. Alors, ce qui est des chiffrages là dont vous parlez là à l'instant, effectivement, nous attendions un tas de chiffres. Alors, c'est une très mauvaise communication, c'est le moins qu'on puisse dire de la partie de l'appareil statistique chinois. Maintenant, sachez qu'il y a eu des semaines fériées au mois d'octobre, donc ça vient peut-être au fait c'est peut-être lié du fait qu'ils n'ont pas eu le temps de tout sortir. Enfin bon, ils savaient qu'ils avaient une semaine de congé. Ce qu'il en est, on ne sait pas, on verra un peu quand les chiffres arriveront. Il y en a qui disent, ils ne les disent pas aujourd'hui. On s'attend quand même à un T3 très fort. Je vous rappelle que le deuxième trimestre en Chine a été en forte contraction parce qu'on était sous l'effet des confinements passés. Et donc le T3 était attendu en forte hausse. Donc en plus, on attend plutôt un chiffre de bonne facture. Alors, est-il peut-être de mauvaise facture? On essaye de le cacher. C'est en tout cas ce que le marché essaye de spéculer. D'autres spéculent à l'inverse, que le chiffre est très beau. Il faudrait qu'il arrive au moment de l'annonce du plénum, de la plénière, effectivement, avec les annonces des nouvelles têtes au Politburo. Les nouvelles têtes de Politburo sont très importantes. Peut-être une chose à dire là-dessus,
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire lors du congrès, donc de stipuler les longues lignes à moyen long terme de la politique et les objectifs à atteindre de la politique. Maintenant, l'implémentation, elle est quand même du fait du Politburo, d'où l'importance d'avoir les bonnes personnes qui vont arriver à bien communiquer. Rappelez-vous, en 2017, je rappelais là le concept de qualité de croissance, et on a vu effectivement une réglementation extrêmement mal placée, mal expliquée, mal aiguillonnée, qui a en fait a causé beaucoup de remous sur les marchés financiers. Donc voilà, on espère que les nouvelles têtes sauront un peu implémenter un peu mieux ces objectifs qui sont les mêmes dans la continuité, mais enfin bon, attention à l'implémentation. Et de ce point de vue-là, effectivement, hein, les personnes sont importantes, d'autant que je crois le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, c'est une poignée de personnes. Hein, c'est une dizaine à peine de personnes qui sont vraiment le cœur du réacteur du pouvoir exécutif chinois. Irina, ces nominations, est-ce qu'elles vont avoir tendance à consacrer encore un peu plus le pouvoir de Xi Jinping, qui pourrait atteindre le rôle de leader, comme Mao a pu l'être en son temps? Il est aujourd'hui le cœur du parti. Est-ce qu'il peut franchir une étape encore supplémentaire? Ou est-ce qu'il y a l'idée quand même de préparer quelque chose qui serait un après Xi Jinping, peut-être? Alors ça, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités, effectivement. C'est assez intéressant de regarder donc, la Chine, donc un pays de 1,4 presque milliard d'habitants. Le Parti communiste a moins de 100 millions de membres. Ouais. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Effectivement, c'est le plus gros parti du monde en termes de nombre d'adhérents. Cela dit, moi, il ne me paraît pas énorme par rapport à la population chinoise et au fait qu'il y a un unique parti finalement. Mais alors, c'est assez intéressant de voir la pyramide de décision. Donc vous avez le congrès du parti, donc la réunion actuelle, où il y a 2270 délégués. Après, on monte sur le comité central, 205 membres, on remonte sur ce politburo, 25 membres, et puis le summum, le comité permanent, où aujourd'hui, il n'y en a plus que 7 membres, et bien sûr, au top de cette pyramide se trouve Xi. Donc Xi Jinping n'est pas seulement le secrétaire général donc, du Parti communiste, il est aussi le chef des armées, il est aussi le chef de l'État. Donc effectivement, aujourd'hui, il est un peu sur cette formule de unique surpuissant, à tout puissant, si vous voulez, dans cette organisation de la Chine et de sa politique. Il y a quand même du débat à l'intérieur du pays de dire qu'un peu d'opposition est toujours bonne pour vérifier si on est toujours sur la bonne longueur d'onde et si on ne se trompe pas de cap. Donc on verra un petit peu ce qu'il en sera sur les nominations. Le fait est qu'il y a des nominations un peu automatiques qui vont se passer parce qu'on atteint les âges maximum, hein, donc de rester en place. Hein. Les Chinois font pousser, si vous voulez, leur prochain leader, leur prochaine élite, hein, la jeunesse, en gros, entre guillemets. Bon, jeunesse, pas si jeune, mais bon, ils les font grandir un peu dans l'organisation politique. Donc, on verra un petit peu la teneur, si tout le monde est toujours dans la lignée de Xi, ou bien il permet un peu de souplesse afin d'être peut-être mieux... de mieux faire face aux enjeux dans lesquels la Chine est aujourd'hui, à laquelle la Chine doit faire face aujourd'hui, et où il faut avoir un peu plus de vue. Hein. Un dernier mot, Irina, pour revenir d'ailleurs à la conjoncture. On n'a pas eu les statistiques attendues cette semaine en Chine, mais on a vu quand même le yuan offshore notamment, marquer un nouveau plus bas historique contre le dollar, face à des devises asiatiques qui sont alors très très dévalorisées aujourd'hui. Je pense au won coréen, je pense au yen japonais, bien sûr. Dans quelle mesure, par rapport à ces devises avec laquelle la Chine est en concurrence, dans quelle mesure le yuan chinois est-il trop fortement évalué aujourd'hui? Alors ça, c'est vraiment une situation, j'ai l'impression, presque globale. Hein. Donc le dollar est fort presque vis-à-vis de tout le monde. Hein. Donc c'est plus que parler de la faiblesse des devises, et c'est souvent émergente, mais enfin, vous mentionnez le Japon aussi, l'euro aussi, hein, donc je veux dire, on n'est plus du tout dans la même divergence émergente pays développés. Donc on a quand même cette force du dollar face à tout le monde. Hein. Donc il y a un peu faut peut-être regarder un peu les choses un peu à l'envers. Mais maintenant, si on regarde du côté de ces devises émergentes, hein, parce que l'Asie, les devises asiatiques effectivement prennent aussi de la faiblesse.
plus que ça, c'est les pays de l'Europe centrale, par exemple. Donc là, vraiment, on est dans le cœur du problème. Mais la Chine, effectivement, doit faire face plutôt aussi à une faiblesse de sa devise parce que c'est un des peu de pays du monde, hein, et je mets de côté la Turquie parce que c'est un cas particulier, on aura l'occasion d'en parler à d'autres moments. La Chine est en train d'assouplir sa politique économique, que ce soit monétaire ou fiscale, puisque, comme on sait, donc, elle est encore en train de faire face à tous ces à-coups liés au Covid, à la pandémie. Donc, si vous voulez, leur problématique est de savoir est-ce qu'on n'assouplit pas trop, justement, pour trop laisser filer le yuan. Donc, je pense que leur problématique, c'est pas de dire est-ce qu'on est trop apprécié, trop déprécié. Je pense que leur problématique, c'est de dire comment je gère mes problématiques de déséquilibre interne aujourd'hui face à la politique externe, parce que quand même, c'est le différentiel des taux qui gère quand même la direction des devises, aujourd'hui en se trouvant complètement dans des tendances très divergentes par rapport au reste du monde. Merci beaucoup Irina, merci pour cet éclairage à l'issue de cette semaine de congrès en Chine. Il y a encore effectivement des informations importantes qui seront livrées et qui nous parviendront depuis ce congrès chinois ce week-end. Irina Topasseri qui était avec nous en visioconférence, économiste senior émergent chez AXA IM. Revenons à nos marchés et nos marchés actions, par exemple, à présent, avec Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Bon, un mot de l'ambiance globale. Alors évidemment, on est sur une séance de baisse aujourd'hui, mais on constate quand même qu'au cours de ce mois d'octobre, on a vu sur certaines séances assez particulières, on a vu des rebonds et des mouvements de reversal, de renversement de tendance assez spectaculaires sur de grands indices actions, notamment des indices actions aux États-Unis. Tout à fait. Il nous semble observer depuis la séance du jeudi 13 octobre sur la publication du chiffre des CPI qui était vraiment difficile avec une inflation core à 6,6 au pic. Mais par contre, c'est vraiment les mouvements intraday qui ont eu lieu, notamment sur le Nasdaq. On a eu un mouvement entre le pic et le point bas de 6%, une amplitude quand même importante, et on finit en territoire positif. Non mais important Arnaud, il faut quand même, c'est presque historique. On a vu, 5% d'écart sur le S&P 500 sur cette séance du 13 octobre, 6% sur le Nasdaq. C'est des mouvements qu'on voit extrêmement rarement sur une seule séance. C'est tout à fait historique. Voilà. En plus, avec des programmes d'achat et des volumes très importants sur le Nasdaq. Et ça, c'est des éléments vraiment à suivre, ce qui pourrait nous légitimement imaginer qu'on a un changement aujourd'hui de paradigme, en tout cas peut-être à court terme sur les marchés financiers, ou peut-être que le marché sature sur le mouvement baissier, on pourrait dire. Il y a une forme de lassitude de la baisse, quoi. On le voit sur les valeurs européennes, ASML, bien connu, donc fait un creux aussi à 375, finit au-dessus des 400. Pareil, c'est un mouvement de 8% sur la séance. Donc on voit aujourd'hui les investisseurs qui se disent que peut-être qu'aujourd'hui, sur des valeurs qui ont fait moins 40, moins 45 depuis le début de l'année comme ASML, il y a des opportunités de revenir pour investir. Et ça, c'est important aujourd'hui. Ce qui est intéressant, Arnaud, c'est que jusqu'à présent, et je le disais en introduction, la correction obligataire, la course des taux à la hausse ne s'est pas arrêtée. Elle s'est même réaccélérée. On a une nouvelle jambe de hausse des taux depuis le début du mois d'octobre. Et pour autant, on a cette résilience, alors peut-être précaire, peut-être court-termiste, des indices actions par rapport à cette situation obligataire qui, elle, continue d'accélérer. Vous avez tout à fait raison. On le voit sur la séance d'hier. On prend 20 BP sur le 10 ans américain. Le Nasdaq, qui corrige, mais légèrement par rapport à... Moins de 1% de baisse. Moins de 1% de baisse. Le marché se dit quoi aujourd'hui? Se dit, l'inflation, il l'a en tête. L'inflation sera durable. Ça va mettre du temps à se résorber. Mais les banques centrales aujourd'hui ont fait le boulot. On a aujourd'hui 300 points de base de hausse sur la banque centrale américaine. On price pour le 2 novembre 75 supplémentaires. Ça nous emmène aux alentours de 4,50. Ça veut dire qu'on a les taux terminaux à 4,50. Quand on regarde l'ajustement sur les taux courts américains, on est pratiquement sur le même niveau. On a 4,60 au moment où on se parle. Donc ça, c'est un point important. Ça apporte, on va dire, de la visibilité sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, dans les 2 prochains mois en tout cas, on aura fait la grande partie de ce mouvement de remontée des taux directeurs. Et donc tout le travail qui a été fait sur les niveaux de valorisation impactés et induits par la hausse des taux d'intérêt et du coût de l'argent est peut-être fait.
À ce titre-là, l'exemple d'ASML, mais on parlera du luxe également, est intéressant. Ça fait partie de ces valeurs, effectivement, qui ont beaucoup souffert de la remontée des rendements obligataires. Effectivement, il y avait un sujet de valorisation sur ces groupes-là. Quand on regarde les publications d'ASML dans la technologie, de LVMH, de Hermès, dans le luxe notamment, qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de ces entreprises, maintenant que la question de la valorisation a été au moins en grande partie traitée, peut-être? Ce qu'on voit déjà, c'est que les sociétés leaders, elles délivrent. Donc ça, c'est un point important. Oui. ASML, c'est une croissance supérieure, des marges supérieures, 2 points d'ailleurs sur les marges. On a 51,8 aujourd'hui sur la marge. Ça, c'est un point important. On a le CMD le 11 novembre, une aparté le 11 novembre, mais ça va être important puisque en général, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent revoir leur perspective, leur guidance pour 2025. Et c'est vraiment tout l'enjeu du marché aujourd'hui. Ouais. Donc ça peut être des véhicules de soutien sur les marchés financiers. LVMH, c'est la même chose, c'est une croissance solide, c'est 20% de croissance organique, 28% de croissance, vous avez un effet de change, et ça aussi c'est un point important pour les sociétés de la zone économique européenne sur l'effet de change avec la baisse de l'euro, et ça c'est des points importants. Je voulais faire une aparté, et c'est aussi, on voit sur le dernier mouvement, depuis le 13 novembre, et même un peu plus, où on a vraiment une corrélation très importante. Oui, 13 octobre. Oui, bien sûr, oui. 13 octobre, où on a le S&P et les GAFAM, on est à 0,7 aujourd'hui en termes de corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu la même chose qu'on avait connu dans le mouvement période Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'attente et toute la faiblesse qu'on peut avoir et pour la validation de ce rebond à court terme, ça va être les publications notamment sur les sociétés du GAFAM. Pour les raisons que je vous ai dites, une corrélation importante. Voilà, c'est on va dire le petit point négatif si on doit le trouver dans ce rebond que nous avons depuis le 13 octobre. Donc des publications la semaine prochaine, je crois, pour les GAFAM. Et oui, donc ça reste des poids très importants pour la dynamique de la cote américaine et de la cote mondiale. Sur ASML, parce qu'on parlait de la Chine avec Irina Topasseri juste avant, j'ai cru comprendre qu'ils étaient assez peu impactés par les nouvelles contraintes réglementaires américaines qui visent évidemment à restreindre au maximum le transfert ou la vente de technologies semi-conducteurs en l'occurrence à la Chine. Ça peut paraître étonnant. Mais après, quand on regarde un petit peu, je rappelle, les machines vendues, c'est des machines à 150 millions d'euros. Ils ont fait état, et on n'est pas allé plus loin, on n'a pas réussi à voir les détails, mais d'options supplémentaires, ce qui a aussi été bénéfique, on va dire, sur les résultats. Après, quand on regarde et c'est un peu aussi le point négatif d'ASML, si on doit en trouver un, c'est la composition de son chiffre d'affaires qui est très aujourd'hui asiatique. C'est 40% aujourd'hui sur la partie Taïwan et c'est 20% sur la Corée, une dizaine de pourcents sur la Chine. Donc les clients, c'est TSMC, c'est Samsung. Quand Samsung fait un avertissement au marché il y a peu, la communication de TSMC n'est guère mieux ces derniers temps. Oui, on se dit 60% du chiffre d'affaires est dans ces deux zones-là. Donc voilà, c'est une opportunité de revenir sur un titre comme ASML sur ce niveau de valorisation avec un dérating de 10 voire 12 points depuis le début de l'année, ça se traite à 25 fois les bénéfices. Par contre, on y va. En tout cas, on doit y aller doucement parce que, comme je vous l'ai dit, la visibilité, en tout cas, c'est pas ce qui a été dans la communication, mais nous, en tant qu'investisseurs, on y fait très attention. On a évoqué donc dans le luxe, LVMH, Hermès, visiblement les résultats sont impeccables. Est-ce qu'il y a un petit contraste avec la publication d'un L'Oréal ou d'un Kering ce matin? Les deux titres sont les plus attaqués aujourd'hui à la Bourse de Paris. Alors, il y a l'effet taux sans doute qui doit peser encore un peu sur ces valeurs, mais là, on sent qu'il y a peut-être un peu plus que simplement la remontée des rendements. C'est vraiment la composition de secteurs différents. Hermès, LVMH, c'est du luxe haut de gamme. L'Oréal, Kering, on va plus constituer ça sur la partie middle gamme et surtout une exposition Chine beaucoup plus importante. Les résultats de L'Oréal en global sont bons avec une croissance organique de 9%. C'est légèrement au-dessus de ce qui était attendu. Mais attention, on a quand même 2 points d'attention, notamment pourrait signifier ça comme des warnings, c'est notamment sur la partie Asie du Nord où on a une croissance qui est nulle, important quand même puisqu'on avait pratiquement une croissance sur le trimestre précédent qui était de 11% et la partie de L'Oréal Luxe aussi qui est divisée par 2 en termes de croissance organique, on est à 4 contre 9 attendus, donc ça c'est des points d'attention. Donc aujourd'hui une valeur qui se traite à 29 fois en termes de PE, elle peut pas décevoir. Donc aujourd'hui quand L'Oréal c'est moins 5, même s'il y a l'environnement de taux, et je pense pas que ce soit la problématique, c'est vraiment la publi et le niveau de valorisation, et on voit que ça cale quand même sur L'Oréal. Kering, un autre schéma, mais la bonne nouvelle, c'est la poursuite pour le 3e trimestre d'affilée de la montée en gamme et de croissance sur la partie Christian. Yves Saint Laurent. Oui, bien sûr. Yves Saint Laurent. Et ça, c'est important. On ne peut pas oublier Gucci pour autant, mais on regarde de plus en plus effectivement la montée en puissance d'Yves Saint Laurent dans la croissance des ventes et dans la croissance de l'EBITDA, j'imagine. Le bas qui blesse, c'est la partie Gucci, 52% du chiffre d'affaires aujourd'hui et qui continue, on va dire, à avoir une décroissance
croissance importante et c'est notamment impacté majoritairement sur la consommation chinoise. Et ce qui est encore plus important à regarder, c'est qu'on avait une base de comparaison par rapport au trimestre 2021 qui était faible. Et le T4 est challenging aussi, puisque vous avez le lancement des nouveaux modèles qui avaient été mis en place. Donc c'est important. Kering, attention aussi sur cette partie-là, sur un business qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de la société. Bon, et puis il y a quelques petits ovnis boursiers dans cette année 2022 très sombre, très noir du point de vue des performances. Quand on prend la liste des quelques titres qui sont positifs year to date au sein du CAC 40, on trouve Renault. Renault qui publie aujourd'hui d'ailleurs. Qui a publié ce matin. Donc Renault, on en avait parlé il y a 6 mois. Hein, donc c'est une histoire que vous appréciez. Oui, c'est une histoire qu'on apprécie. Dans la recovery, dans la gestion de la valeur aussi. Donc déjà en partant, c'est le niveau de valorisation de Renault. À l'époque, qui était 20% des actifs. Hein, c'est-à-dire on avait un price to book à 0,20. Aujourd'hui, on est à 0,30. En moyenne historique sur Renault, bien sûr, on ne traite pas comme sur les acteurs du premium allemand, mais on est aux alentours de 0,7, 0,8. Un PE aujourd'hui qui est à 4. Une histoire avec l'arrivée de Luca Di Mao il y a 2 ans, le plan de Renaulution qui est très important puisque c'est la montée, on va dire, en gamme, notamment sur la partie prix et la baisse des volumes. Et aujourd'hui, on le voit sur des marges opérationnelles qui sont aux alentours de 5%. Le CMD également, 8 novembre. Ouais. Voilà, ça va être très Capital important. Market Day, un rendez-vous important avec les investisseurs. Ouais. Et on voit aussi sur la partie volume, on est quasi flat sur les volumes sur le trimestre, mais c'est surtout Dacia qui reprend 4,5%. Dacia, c'est la partie où on est plus margé dans le groupe Renault. Et ça, c'est quand même des éléments qui sont aujourd'hui probants. Le salon de l'automobile est important aussi. Vous avez l'annonce de 11 nouveaux modèles d'ici 2025 qui vont être lancés. Le retour des véhicules stars sur des modes électriques comme la 4L. Enfin, c'est des points intéressants. En fait, on va dire que c'est des choses dans une société qu'on pourrait qualifier de belle endormie. Enfin, des nouveautés qui vont faire du bien. On revoit un petit peu ce qui a été fait il y a quelques années chez Peugeot, au groupe Peugeot. Bien sûr, ils regagnent en désirabilité, en fixation de prix, de la marge chez Dacia et une nouvelle manière d'opérer avec Nissan. Est-ce que ça plaît, ça aussi, aux investisseurs, Exactement, ça peut être la bonne surprise. C'est un peu la spéculation qu'on a eu sur les 10 derniers jours et le bon run, on va dire, boursier de Renault qui a pris quasi 10%. C'est, on va dire, un changement au sein de l'alliance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Renault détient 43,5% de Nissan. Nissan en détient 15%. L'idée, c'est aujourd'hui de revenir, de redescendre le groupe Renault en participation sur 15%. Donc de récupérer du cash, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur moment parce que le cours Nissan est quasi au plus bas, mais c'est quasiment, on récupère quasi 6 milliards de cash, mais c'est surtout une poursuite, on va dire, au sein de l'Alliance. C'est-à-dire que Nissan prendrait une participation au sein de la partie électrique du groupe. Et ça, c'est très important, puisqu'il ne faut pas oublier que Nissan détient NEC qui est le producteur de batteries électriques. Donc ça, c'est important. C'est pas du tout un détricotage de l'Alliance. Non, pas du tout. Je pense que c'est même une maximisation des synergies futures. Après, il y a tout l'enjeu politique, pour les raisons que vous connaissez, notamment avec le gouvernement japonais. L'histoire Monsieur Ghosn, en tout cas la fin du mandat de Monsieur Ghosn qui a été entachée par ces histoires. Donc oui, une belle histoire en termes de valorisation, un management qui fait le boulot, le retour au free cash flow positif pour 3e trimestre d'affilée, des niveaux de marge qui sont en constante progression, les véhicules Dacia qui continuent à avoir des volumes importants et c'est là où on a les marges les plus relutives et un changement en termes de capitalisation et peut-être un capital beaucoup mieux employé par le groupe Renault. Une dernière question, Arnaud. Comment on traite un client qui a du cash à investir aujourd'hui, après ce qu'on a vécu depuis 12 mois maintenant ? Alors, ce qu'on a fait pour nos nouveaux clients, on a investi, on a un peu patienté au cours de l'été, on a eu tort, puisqu'il y a eu un beau rallye. En général, ce qu'on fait... Jusqu'à mi-août. Voilà. En général, un client arrive, on investit un tiers. Normal, vous venez sur les marchés, en tout cas sur les marchés actions, c'est l'idée, vous venez pour investir, donc on investit un tiers et on retravaille le reste des positions sur les mois qui suivent. On a réinvesti par contre une partie qui correspond à l'autre tiers, fin septembre, avec un CAC 40 qui était repassé au 5670 points. Le dernier tiers, on va patienter de voir un petit peu est-ce que la micro va réussir à soutenir les marchés financiers, est-ce que les taux vont réussir à se stabiliser pour redonner la visibilité, et après on a fait des achats pour compléter des lignes, mais voilà, sur un secteur qui est la télécommunication avec du Deutsche Telekom, mais pour le coup, une société où il y a de la croissance au sein des telcos.
Ouais, mais il y a un peu plus on est un peu plus constructif. On est désormais. constructif, bien sûr. Ouais. Et puis surtout, on en a des clients qui sont là pour du moyen et long terme. Donc aujourd'hui, quand vous avez des niveaux de valorisation en zone économique européenne qui se traitent à pratiquement 11 fois, on se dit qu'aujourd'hui, il y a 25% de décote par rapport au PER normatif. Donc nos clients, on doit leur en faire profiter. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour votre éclairage sur la situation de marché et cette analyse macro et microéconomique. On a parlé des publications du moment qui ont marqué cette semaine. Arnaud Morel avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.